Merci, je peux rester assise ici. Oui. Bonjour à toutes et à tous, et merci Jean-Yves pour cette introduction. Effectivement, je ne connaissais pas Anna Lanfoust et je l'ai découverte dans l'avion il y a 2 jours, quand tu m'en as parlé. Et ce qui est toujours assez troublant, c'est de se rendre compte que 100 ans après, 70 ans après, enfin, génocide après génocide, on se repose les mêmes questions, on se retrouve dans les mêmes interrogations. Et du coup, c'est d'autant plus intéressant entre les survivants, les enfants survivants, les gens qui travaillent sur ces génocides, de pouvoir échanger. Parce que ça nous économise peut-être de l'énergie, et surtout on se retrouve dans l'autre, et ça c'est très important. Juste avant de commencer, j'ai mis 2 exemplaires tout à l'heure sur la table de mon recueil de nouvelles. C'était pas pour que les gens les emportent, c'était pour qu'on puisse se les passer. Donc s'il vous plaît, les 2 personnes qui ont pris des exemplaires des choses, si vous pouvez me les ramener à la fin, ou les passer entre vous, puis me les ramener, ça serait gentil. Merci. Alors, c'est la première fois que je participe à un colloque comme celui-ci, et je dois vous avouer que depuis hier matin, j'ai un sentiment assez particulier, parce que j'entends, je vois des personnes qui sont des spécialistes, qui sont des universitaires, qui parlent de génocide de façon objective, de façon scientifique, et que moi, comme Dimitri qui vient de sortir, c'est notre histoire. C'était il y a seulement 22 ans. Que du coup, on n'a pas ce recul, on n'a pas cette... Voilà, c'est vraiment troublant. Aujourd'hui, je suis venue pour vous parler... je suis survivante du génocide des Tutsis du Rwanda. J'avais 15 ans en 1994, j'habitais à Butare, la 2e ville du pays, dans le sud. Je suis une survivante qui a eu beaucoup de chance, je le dis toujours. J'ai eu la chance de survivre, j'ai eu la chance de quitter le Rwanda peu de temps avant la fin du génocide, en juin 1994, et surtout de venir très vite, d'aller très vite en France, où j'ai pu reprendre une vie normale. Et voilà, dès le mois de septembre, c'est-à-dire quelques mois après la fin du génocide, j'étais à l'école, à l'lycée, et voilà. Je suis retournée en Rwanda pour la première fois en 2005, c'est-à-dire 11 ans après. Et puis 10 ans après ce premier voyage, j'ai publié donc ce petit recueil de nouvelles qui s'appelle Ejo. Il s'agit de 11 histoires de femmes. C'est un livre de fiction, c'est important de le dire. 11 histoires de femmes qui parlent de l'avant et de l'après-génocide des Tutsis au Rwanda. Donc voilà, comme je disais, je ne suis pas une universitaire, je ne suis encore moins une spécialiste de littérature. Je suis venue ici juste pour vous parler de ce processus d'écriture. J'avais l'impression au début que c'était un peu prétentieux de ma part, tout le monde parle des autres, et là je suis là pour dire ce que j'ai fait moi. Donc j'essaie de faire ça de façon très humble, et surtout pas en étant porte-parole de qui que ce soit, en parlant juste de mon processus à moi. Les 2 choses dont je vais parler, je sais que j'ai que 15 minutes, c'est pourquoi le choix de la fiction, d'abord, et ensuite, pourquoi des nouvelles, donc la forme de la nouvelle, et pourquoi des histoires de femmes, aussi en tant que militante féministe. Alors, la fiction. Mon expérience en arrivant en France, et là encore je me retrouve dans ce que disait Jean-Yves sur Anna Lanfoust, c'est là j'arrive en France et mon expérience a été, les gens étaient très gentils. Il y avait une extrême prudence, parfois même une crainte par rapport à ce que j'aurais pu avoir à raconter. Très peu de personnes finalement m'ont demandé ce que j'avais vécu. Et moi, au fil du temps, j'avais de plus en plus envie de parler. Et c'était des choses que je ne retrouvais que quand je me retrouvais avec d'autres survivantes et survivants lors des commémorations ou d'autres fois. Et donc, moi j'entends toujours parler de l'indicible. Même en Kinyarwanda, il y a ce mot qu'on a traduit, qui est un mot qui existait avant, agarumamoa, qui veut dire ce qui clôt les lèvres. Et pour moi, l'expérience, c'est pas que c'est indicible en fait. En fait, on arrive à le dire, même si les mots ne veulent pas dire la même chose. C'est que c'est inentendable. J'avais l'impression que pour les non-rescapés, ce que j'aurais pu avoir à dire, ce que nous avons à dire, était trop violent pour eux. Et du coup, le processus d'écriture, c'était pour moi essayer de trouver la forme juste qui faisait que les gens puissent entendre. Et je me suis rendu compte que cette question a été posée par d'autres survivants aussi. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé, je l'ai lu après, il y a beaucoup de choses que j'ai lues récemment.
récemment un texte de l'écriture de la vie que plusieurs d'entre vous connaissez. Très vite, les gens se posaient la question, le vrai problème, ce n'est pas de raconter, quelles qu'en soient les difficultés, c'est d'écouter. Voudra-t-on écouter nos histoires, même si elles sont bien racontées? Donc il y avait l'idée de trouver un point de rencontre entre notre besoin de raconter et la capacité du reste du monde à entendre. Et que ce point de rencontre serait peut-être, j'aime pas ce mot parce que c'est très... un lieu de réparation de l'humanité. La justice, comme disait Dimitri, oui, c'est bien, c'est important, mais ça ne va pas nous rendre les nôtres. Les réparations, tout ça. Par contre, qu'on ait l'impression que des gens non seulement nous écoutent, mais nous entendent, ça c'est vraiment un processus, healing process, comme on dit en anglais, qui est intéressant, et je pense vraiment que la littérature peut permettre ça. Alors, je vais vous partager un petit texte. Il y a quelques temps, mon éditrice m'a demandé un petit texte qu'elle a demandé à tous les auteurs de la maison d'édition sur pourquoi vous écrivez. Et ça, c'est quelque chose, un texte que j'ai écrit très vite comme ça. Je m'adressais à une amie symbolique qui représente un peu toutes ces personnes, très gentilles mais complètement à côté, que j'ai rencontrées en France. J'écris pour que tu ne te sentes pas obligé de m'écouter. J'écris parce que pendant des années, j'ai tenté de me taire et que cela semblait te rassurer. Il arrivait que, sans que tu comprennes pourquoi, je me mette à raconter. J'ai appris à te connaître, à savoir le moment où ton regard allait se dérober, où tu allais parler d'autre chose. J'ai patiemment appris à anticiper ton silence gêné ou les signes à peine dissimulés d'indifférence. J'écris pour te donner le temps de décider quand et comment tu ouvriras ce petit livre. Et ton esprit à notre histoire. Que toi seul saches quand tu pourras sourire ou soupirer dans le mur, te moucher sans devoir faire semblant d'être ému, le refermer d'un geste sec, en pensant à toute autre chose. Je ne serai pas là quand tu seras bouleversé, quand tu te demanderas si cela a vraiment été, si c'est ainsi que les femmes vivent. Que tu te sentiras une étrange colère sans savoir vraiment vers qui la diriger. Que tu t'en sentiras mal à l'aise en réalisant que toutes ces années, tu m'as côtoyé sans te demander d'où je venais. J'écris parce que pendant des années, tu as voulu me convaincre que c'était indicible, alors que c'était tout simplement inentendable. Parce que c'était des histoires de là-bas, que tu étais fatigué de tout ce qui se passait déjà ici. J'écris parce que ce n'est pas de politesse ni de sourire convenu dont j'avais besoin, mais seulement de pouvoir raconter et raconter encore. Parce qu'il y a eu tant de formules qui se voulaient approprier, mais qui étaient si convenues qu'elles devenaient creuses. J'ai compris aussi à quel point il était difficile de poser les bonnes questions, celles que j'attendais. J'écris parce que j'ai vu fleurir sous mes yeux des discours qui m'étaient étrangers et des histoires qui se la racontaient. À milieu de la petite musique qui était devenue un murmure mourant en moi, j'écris parce qu'il y a des mutismes qui n'ont pas de tempo, mais qu'il faut trouver les mots, juste les mots. Et je terminais ce texte en parlant aussi, c'est le thème de cette table ronde, Reading is believing. Moi je dirais plutôt Reading is listening. Et je parle de tous ces livres que j'ai lus depuis 22 ans et qui m'ont beaucoup aidé. Et je terminais en disant que j'écris parce que lire aussi m'a sauvé la vie. Alors, la fiction, pour moi, est aussi un complémentaire du témoignage. C'est drôle parce que, en tant que survivant, on a toujours l'impression, en tout cas c'est peut-être le système médiatique, il y a les spécialistes, les historiens, et puis il y a la survivante de service, à qui on ne demande rien d'autre que de raconter son histoire, pas forcément d'être dans une réflexion, une analyse, etc. Et même quand on est là en train de dire j'ai écrit de la fiction, j'ai fait un texte de littérature, il y a plein de gens qui viennent me voir après en me parlant de mon témoignage. Parce que parfois il y a ce truc de nous enfermer dans du témoignage. C'est pas très grave, hein, mais j'ai écrit des textes qui ne sont pas mon témoignage, qui ne sont pas mon histoire, et de toute façon c'est 11 histoires différentes, tellement différentes que ça ne peut pas être la même personne, mais les gens, ça passe pas. Alors, le témoignage, pour moi, je pense que c'est très important. Il y a beaucoup de gens, des amis qui ont fait des témoignages au sujet du génocide
des Tutsis du Rwanda, et c'est très bien, il faut qu'il y en ait encore et encore et encore. Mais moi, quand j'ai commencé à écrire, très vite, je savais que je ne voulais pas raconter ma vie, mon expérience du génocide, parce que pour moi, et encore une fois, ça aurait impliqué que je dise nous. Nous, à la place, et pour les personnes qui sont mortes, ou qui ont survécu comme moi, et ça, je ne m'en sentais pas la légitimité en fait. Et je ne suis pas en train de critiquer ceux qui ont eu le courage de le faire, en fait, c'est ça. Je trouve que les autres qui ont fait le témoignage sont très courageux. Je n'avais pas ce courage. Et puis j'avais aussi le sentiment que le témoignage allait peut-être m'enfermer, parce qu'il y a un impératif, quand on se dit je vais témoigner, il y a un impératif de se souvenir de tout, de ne pas se tromper, parce que sinon si je me trompe et que l'autre n'a pas la même mémoire, est-ce qu'il ne va pas se laisser? Et moi, la mémoire, elle s'efface au fil du temps. Je ne peux pas dire telle heure à tel jour, il s'est passé ça, il y avait un tel. Sauf si, évidemment, il y a tout un travail de recollection qui est peut-être le travail des historiens. J'avais peur de trahir qui que ce soit. Et puis, je pensais aussi au lecteur et à la lectrice, et j'étais bien consciente qu'il y avait une crainte pour les gens, quand ils voient que c'est un témoignage, ils disent ah, ça va être trop violent, je ne vais pas le lire. Et puis, tout de suite, il y a des gens qui disent ah non, mais ça, je ne peux pas. J'entends souvent ça. Comment faire toucher au lecteur et à la lectrice au cœur de cette violence qui est la nôtre, sans l'effrayer au point qu'il cesse de lire et qu'il ferme de nouveau les yeux? Alors, il y a une petite... quand j'écrivais Ejo, donc ce livre, j'ai lu un texte de Zadie Smith, l'auteur britannique, donc c'était un essai où elle parlait de littérature, dans lequel elle parlait de David Foster Wallace, qui était un écrivain américain que j'aime beaucoup, auteur de nouvelles extraordinaires. Et il y avait cette phrase, Good fiction job is to comfort or disturb, and disturb the comfortable. La bonne fiction est de réconforter les gens dérangés et de déranger les gens confortables. Et je me suis dit, c'est exactement ça que je veux faire. Je ne sais pas si j'ai réussi, mais il y avait l'idée de déranger les personnes confortables. Je pense à ces amis imaginaires et toutes ces personnes qui étaient dans ce confort de ici, ça se passe ici, il y a ce qui s'est passé en Afrique. Tous ces gens-là qui avaient l'air de dire je t'aime beaucoup, mais s'il te plaît, ne me raconte pas vos histoires horribles. Et en même temps, je pensais à tous les rescapés comme moi, qu'il ne fallait pas que fallait que ça les réconforte un peu, qu'ils se disent ah mais ça c'est notre histoire. Donc j'ai décidé de parler du génocide, mais pas directement, pas ce qui s'est passé pendant les 100 jours, parce que le génocide des Tutsis du Rwanda a duré 3 mois, 1 million de morts en 3 mois, je le rappelais. Ne pas raconter ces 100 jours, mais parler de l'avant et de l'après. Et c'est pour ça que mon livre s'appelle Ejo. Alors, Ejo en Kinyarwanda, le Kinyarwanda est une langue. Alors, les Rwandais parlent tous et toutes la même langue. Contrairement à beaucoup de pays africains où il y a plein de dialectes, on a la même langue, la même religion, la même culture. Pourtant, il y a eu un génocide, donc c'est bien que c'est quelque chose de politique. Ejo en Kinyarwanda, c'est le même mot pour dire hier et demain. Et du coup, je trouvais que ça traduisait l'idée. Parler de l'après, donc les nouvelles se passent quand même essentiellement dans l'après, c'était pour dire surtout la nostalgie absolue, l'absence, la perte de confiance, l'avenir interrompu. Il fallait à la fois partager notre histoire sans décrire l'horreur, mais sans pour autant édulcorer ce qui a été. Alors, pourquoi des nouvelles et pourquoi des histoires de femmes? Il y a 3 choses. Alors, on écrit pour et puis parfois on écrit contre. Je voulais écrire contre l'exotisation, contre l'hypersimplification, surtout quand il s'agit de l'Afrique, et contre l'essentialisation. Il y a quelqu'un hier qui a parlé d'intersectionnalité, enfin voilà, de ne pas avoir juste une seule porte d'entrée sur notre histoire parce que c'est complexe. Et on veut toujours que ça soit simple, surtout quand il s'agit de l'Afrique. Alors, l'exotisation, on entend souvent des gens dire, alors voilà, c'est un Occident, hein. Oui, j'ai lu un livre sur les femmes africaines, ou la femme africaine, avec un air de dire, il y a une posture de compassion, mais on entend aussi quelque part, Dieu merci, ce genre de choses se passe sur ce continent éloigné qui est l'Afrique et ça ne se passera pas chez nous, donc je ne me sens pas concernée. Et
j'ai mis en exergue des jours un texte d'une auteure que j'aime beaucoup, qui fait partie des auteurs qui m'ont aidé à comprendre beaucoup de choses. Et pourtant, quand j'ai lu ce texte, j'étais extrêmement triste et déçue. Annie Ernaux, qui est une écrivaine française, et dont, dans Les Années, qui est une œuvre majeure, elle dit « On avait encore moins envie de s'intéresser à ce qui se passait au Rwanda, faute de distinguer qui des Hutus et des Tutsis étaient les bons et les méchants. Depuis toujours, penser à l'Afrique remplissait de torpeur. Il était tacitement admis qu'elle était située dans un temps antérieur au nôtre, aux coutumes barbares, avec des potentats à château en France, et ces mots ne semblaient jamais devoir prendre fin, c'était le continent décourageant. Je ne voulais pas raconter des histoires exotiques, je ne voulais pas simplifier pour que les Occidentaux puissent comprendre. Et donc je me suis dit que c'est en rentrant dans l'intimité des vies, c'est des histoires de femmes, des histoires de mères, de filles, d'amantes, des choses qui sont universelles. Et en même temps montrant des femmes dans leur rôle, dans leur construction genrée. Vous disiez hier, mes compatriotes parlaient de une société patriarcale avec des constructions hyper genrées, montrer ça, parce que c'est universel aussi malheureusement. Parler de l'intime pour que je puisse prendre un peu les lecteurs et les lectrices par la main en leur disant mais ils rentrent dans l'histoire parce que ça pourrait être à la leur, et puis là arrive un génocide. Et un génocide, ça peut arriver partout. Et ce qui s'est passé au Rwanda, c'est un génocide. C'est pas juste encore, comme malheureusement beaucoup de médias l'ont présenté, comme un conflit tribal en Afrique. Un génocide, ça n'a pas d'importance. Alors, je vais juste vous lire un petit extrait, si j'ai le temps, avec un de mes personnages qui démontre vraiment ça, ce genre de choses que beaucoup de survivants ont pu vivre ailleurs. Et donc, cette jeune femme qui est immigrée en Belgique dit « Au début, quand je suis arrivée ici, lorsque je disais d'où je venais, les vieilles dames m'interrogeaient sur mon histoire d'un air horrifié. Mais dès que je commençais à raconter, elles me coupaient la parole pour me raconter leurs propres histoires de la guerre, l'occupation par les Allemands, l'exil, les bombardements, la faim. Je me retrouvais à compatir de leur misère passée. Et quand elles reparlaient du Rwanda, c'était pour me servir une belle brochette de clichés racistes. Elle disait « Chez toi, ma pauvre, il y a des sauvages qui s'entretuent depuis si longtemps qu'on ne sait plus qui est le bon et qui est le méchant. » Il n'y avait que les vieilles pour me poser des questions. Les jeunes, je crois qu'ils étaient soit indifférents, soit trop politiquement corrects pour me demander. Les blancs semblent avoir oublié comment on parle de la mort au quotidien. En Kinyarwanda, le bonjour matinal se dit « Waramutse », ce qui signifie « Es-tu encore vivant au terme de la dernière nuit ?» En guise de bonjour, les gens ici te lancent un « ça va » qui n'attend généralement pas de réponse. Alors, j'ai gardé mes histoires de mort en moi et j'ai vite pris l'habitude de répondre « ça va ». J'ai été aussi influencée par l'approche militante de l'intersectionnalité. Je pense que c'était Anaïs qui en parlait hier. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi en tant que militante féministe, de ne pas montrer l'histoire du génocide des Tutsis uniquement comme une question raciale. On s'entend bien ici, race compris en tant que construction historique et d'organisation biologique. Et on vous a bien dit en plus que les Hutus et Tutsis n'étaient pas des vraies ethnies, mais montrer aussi les histoires de domination de classe, les questions économiques qui se passaient avant et après le génocide, et puis les questions de genre, évidemment. En résumé, dire combien tout cela n'est pas aussi simpliste qu'on voudrait le dire. Et puis, alors les histoires de femmes, c'était important pour moi. Je vais vous parler d'une femme que j'aime beaucoup, d'une femme écrivaine nigériane, que je pense que beaucoup de gens connaissent maintenant, Chimamanda Ngozi Adichie. Elle a une conférence TED qui s'appelle The Danger of a Single Story, le danger d'une histoire unique, dans laquelle elle raconte une anecdote qui est très éclairante sur comment, quand les écrivains africains écrivent, comment ils sont perçus, leurs histoires sont perçues en Occident. Une lectrice était venue la voir après avoir lu son premier roman, et cette lectrice américaine disait que c'était une honte que les hommes nigérians soient aussi violents, donc comme le personnage principal du père dans son roman. Et j'adore parce que Chimamanda Ngozi Adichie, elle lui a répondu qu'elle venait de lire un roman qui s'appelait American Psycho, et que c'était une honte que les jeunes américains soient tous des tueurs en série. Voilà, je craignais, si j'avais eu un personnage principal dans un roman, que les lecteurs et les lectrices prennent ce personnage et ils pensent que c'était
Voilà, maintenant ils ont compris ce que c'était que la femme rwandaise Tutsi rescapée. Alors je me suis dit, en faisant des nouvelles, en racontant plein d'histoires différentes avec des personnages très différents, d'âges différents, de background social, économique différents, on montrerait la diversité. C'était l'idée de faire comme un cœur de femme, une mosaïque, pour justement éviter la simplification. Il y a des femmes rwandaises Tutsi, des femmes métissées blanc-noir, des femmes métissées entre guillemets Hutu et Tutsi, pour montrer que c'était pas aussi simple et qu'il n'y a pas la quintessence de la femme rwandaise Tutsi rescapée. Et puis les nouvelles, ça symbolise aussi des textes courts qui s'arrêtent, ce que je disais tout à l'heure, des destins interrompus sans suite. J'aime bien ça avec la nouvelle. Et puis après, on laisse la personne peut imaginer ou lire d'autres choses. Et dans le petit texte dont tu parlais au début d'Anna Linfos, que j'ai lu dans l'avion en venant, elle dit « Il faut qu'il y ait beaucoup de silence dans nos récits. Parce que on ne peut pas tout dire. Et que la nouvelle, quand on l'arrête, après il y a un silence, et après on reprend une autre histoire. Et ce silence, on en fait ce qu'on veut. C'est cette capacité justement d'écouter, d'entendre ce qu'on a raconté. Et puis, dans cette conférence TED dont je parlais de Chimamanda Ngozi Adichie, elle parle aussi de l'importance que nous racontions nos histoires, et que ça passe pas uniquement par le témoignage. Que les Africaines et les Africains, et là, je parle des Rwandaises et des Rwandais Tutsi rescapés, puissent raconter aussi leur histoire avec leurs mots. Je n'ai pas le temps parce que la dernière partie, j'aurais voulu parler de la langue, mais on pourra en parler après, parce que je pense justement que la langue est très importante. Moi, j'ai écrit en français, qui n'est pas ma langue maternelle, mais j'ai fait une place importante au Kinyarwanda dans mes récits, et notamment au proverbe. Chaque nouvelle est introduite par un proverbe rwandais, et en même temps, je montre bien que cette langue... je termine la dernière nouvelle par le Rwanda d'aujourd'hui. Je dis les maximes éternelles peinent à dire ce nouveau système de rangement. Comment la langue, le Kinyarwanda, qui est une très belle langue, qui était notre langue à toutes et à tous, et ces proverbes qui sont constamment là dans notre parler, n'arrivent plus à dire ce qui s'est passé. Merci Beata.